quelle thématique, sur quel domaine surtout les choses vont être ou très efficaces ou au contraire délicates. Donc je pense que vous avez des choses à dire sur ce point-là ou des expériences à partager. Est-ce que Christian, vous voulez un petit peu partager peut-être votre expérience sur ce sujet-là? Merci. Bon, la relation avec les élus a toujours été la grosse difficulté des associations. Je crois que ce qu'il faut absolument intégrer, c'est qu'un élu, que ce soit le maire, le conseil général, le président de la région, voire un ministre, pour autant qu'un ministre soit élu, ce sont des gens qui ont tellement de choses à gérer. Prenons le plus simple, le maire de notre village, il doit gérer la voirie, il doit gérer l'électricité, la circulation, le bordage du champ du Père Mathieu, etc. Donc tout ça, ça l'occupe énormément. Et à côté de ça, il y a dans un bâtiment, plus ou moins municipal, 15 personnes réputées FANA, donc au départ un peu folles, qui travaillent à fond et sans faire de bruit. En termes de nombre, nous ne représentons rien sur le plan politique. Nous ne faisons pas de bruit, donc on l'oublie totalement. Il est absolument capital que nous existions parce que nous avons besoin de ces locaux, nous avons besoin des subventions. Donc, comment faire? Eh bien, la première des choses, c'est déjà de signaler l'existence de notre association. Ça me paraît évident. Même si le maire ne me dit pas, oui, mais c'est marqué au journal officiel, le maire a bien autre chose à faire. Et quand je dis le maire, je vais utiliser le terme le maire, mais c'est vrai pour tous les élus d'une façon générale. Il a bien d'autres choses à faire que de lire la liste des associations, fût-elle dans sa commune. Ensuite, un élu, un maire, c'est un homme, une femme, comme tout un chacun, qui a la légitimité de l'élection, mais les faiblesses de l'être humain. Parmi les faiblesses de l'être humain, d'abord, il ne peut pas tout faire. Des fois, il confie des tâches à des subalternes, mais il est obligé de les vérifier, donc il est très occupé. Alors, ce qu'il faut, et en plus, comme nous tous, soyons honnêtes, il a son petit ego. Donc, si vous ne vous manifestez pas, il est très clair que le retour sera extrêmement négatif. Comment se manifester? Donc, je l'ai dit, la première des choses, c'est d'informer qu'on existe. Ensuite, de lui montrer que nous sommes actifs. Comment lui montrer que nous sommes actifs? C'est de lui envoyer régulièrement les comptes rendus des assemblées générales. Dans toutes les bonnes associations, on fait quelques réunions sympathiques, la galette des rois, l'anniversaire de l'ancien, enfin tout ce... Il faut l'inviter. Et je ne veux plus entendre ce que j'ai trop entendu. Oui, mais le maire, ça n'intéresse pas, il ne vient jamais. Évidemment, il ne vient jamais. Il a bien d'autres choses à faire, s'occuper des choses qui posent des problèmes plutôt que des gens qui n'en posent pas. Mais il reçoit l'invitation. C'est quelque chose d'absolument capital. Regardez, l'impact sur le budget de l'association, c'est totalement ridicule. Ensuite, il faut lui prouver que cette association... Bon, et puis le jour où il vous fait une fleur, lui envoyer la belle lettre remerciant parce qu'il est forcément l'alpha et l'oméga de... Ensuite, il faut l'informer régulièrement. La meilleure des choses, c'est la petite lettre trimestrielle. Cette petite lettre trimestrielle, en général, il y a quelque chose qui marche pas mal du tout, c'est le 4 pages, ça tient sur un format A3, plié en 2, ça fait du A4, replié en 3, ça rentre dans l'enveloppe longue, avec le timbre gris à pas cher, ou déposé dans la boîte de la mairie, il le reçoit. Alors, d'abord, on sait qu'il ira, ou au moins il feuillettera peut-être la première, peut-être la seconde, puis après il ne le lira pas, parce qu'il a tellement d'autres choses plus importantes que nous à gérer. Mais, quelques éléments. Un titre un peu flashy. Pourquoi? C'est pas forcément très beau, mais c'est flashy, parce que dans la quantité colossale de courriers que reçoit un maire, un élu, il va dire, ah, tiens, ça c'est l'association des joyeux réparateurs d'avions de machin chose. Il le voit.
il ne le lira pas, il le voit. Donc tous les trimestres, il se rappelle que vous existez. Ensuite, l'éditorial du président, ça c'est classique, c'est le boulot du président, dans le style on est en train de faire et en route vers des lendemains qui chantent. C'est classique. Derrière, il faut lui prouver que nous sommes capables de développer la renommée de sa ville. Il faut être conscient que si demain, à la place de nos musées d'aviation que l'on aime, il trouvait plus valorisant pour la ville de fabriquer un musée de la casserole, on sait qu'en 8 jours, on est foutu dehors. Il faut en être conscient. Bon. Donc, valoriser sa ville, c'est-à-dire d'abord montrer qu'on est actif. Une machine qui rentre, une machine qui sort, un nouveau membre. Bon. Surtout quand ce membre a une compétence particulière, on va le valoriser. Ensuite, il faut parler du travail en cours. Montrer que nous avons pu faire une exposition, un article d'un journal, quelque chose, en parlant de sa ville. Je suis l'association des réparateurs d'avions de Trifouille-les-Oies, je parle de Trifouille-les-Oies. Il est content. Et évidemment, quand ça sort, vous me numérisez la page et vous l'auriez. Monsieur le maire, cher ami, j'ai le plaisir de vous envoyer l'article de... Il est content comme tout. Il ne faut pas oublier que dans les mairies, sur chaque association, il y a des dossiers de presse. Ensuite, nous sommes dans un environnement où on parle beaucoup d'écologie. Rappelez, même si tout le monde le sait ici on le fait, rappelez que l'huile de vidange du moteur, ça ne se met pas dans le caniveau du coin, qu'on le met dans des bidons. Je sais, c'est stupide, mais pensez que nous avons des opposants, ne serait-ce que par un coup de 3 sous à une municipalité. Vous rappelez quelques éléments. À la limite, on sort un peu, ça on l'a fait, on a eu un grand succès. On a eu un petit rapace, on m'a dit ce que c'était, mais je ne suis pas très fort là-dessus, qui a niché dans un coin du hangar. Bon, au Zoom, on en a fait 2 photos, on a fait un bel article sur le style « L'agent télé se retrouve dans le hangar ». Et puis, lui demander, lui proposer, une fois ou 2 par an, monsieur le maire, nos colonnes vous sont ouvertes, nous serions heureux de vous... Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer le résultat que ça a. Et ça ne coûte rien, ou à peu près, à votre disposition. Merci Christian, ça c'est le cas idéal, c'est ce que vous avez réussi à mettre en place. Est-ce que Philippe, tu as quelque chose à nous dire? Dans un premier temps, je voudrais raccrocher ça parce que tout est un petit peu lié. Bon, là on parle des élus, le nerf de la guerre, donc les subventions. Pour nous tous qui représentons des associations, on sait que l'un des, sinon le principal subventionneur reste quand même notre DGAC. Mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, l'approche que vient de décrire Christian, vis-à-vis de l'élu, ou nous, l'approche vis-à-vis de notre direction, peu ou prou répond aux mêmes impératifs. Ce matin, dans toutes les bulles qu'on avait écrites, présentées au tableau, il y en avait une sur laquelle je vais revenir. Parce que pour convaincre un élu ou un directeur de nous donner de l'argent pour vivre notre passion et promouvoir ce que nous voulons promouvoir, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait un objectif commun, qu'il y ait un endroit où l'intérêt de toutes les parties puisse se rencontrer. Et le premier, c'en est encore qu'un seul, celui que je vais lancer, par rapport aux bulles de ce matin, il y avait transmettre. Eh bien, voilà bien la transmission, quand on va s'adresser donc au futur public, quelque chose qui est une préoccupation que l'on a en commun avec l'élu ou avec le directeur. Au niveau, pour prendre un exemple très concret, d'Aérodoc et LMBC, où on a travaillé conjointement depuis maintenant 10 ans sur du morse à la souris, 60 ans de contrôle en route. Quand cette exposition a tourné, on avait constitué une revue de presse, forcément. Et on se la distribuait entre tous les membres du groupe de pilotage de l'exposition. Et puis un jour, sur une coupure de presse, à l'époque c'était l'Allemand qui était notre directeur général en 2007, il y avait une annotation du directeur général en marge
d'une coupure de presse. Et cette annotation, c'était pour une fois que la presse parle en bien de nous. Et ce jour-là, j'ai compris une chose qui pouvait être quelque chose qui nous amène le soutien. C'est qu'à travers la préservation du patrimoine, à travers les exigences, la qualité qu'on y met et la persuasion que l'on veut y mettre, on contribue tous à l'image de la DGAC. Et je peux vous dire qu'à tous les endroits, que ce soit au Carrefour de l'Air, au Musée de l'Air, où on est au contact avec le public repart en disant il y a quand même une administration où il y a des fonctionnaires qui bossent et qui font un travail extraordinaire parce qu'on leur montre le chemin parcouru. 60 ans de contrôle en route, on leur montre d'où on vient, on leur montre où on en est arrivé et où on va. Et les gens disent c'est absolument fantastique le boulot que vous avez fait. Là, je parle sur le contrôle d'Ariane et Patrick Andy qui n'est pas là, mais au moins on peut espérer qu'on puisse mettre en place un accord gagnant-gagnant où l'action peut être soutenue parce que la maison en retrouve un bénéfice. Et au niveau de l'élu local, c'est un petit peu la même chose. Si aujourd'hui le maire de Douvres-la-Délivrande et les élus jusqu'au niveau de la région ont trouvé un intérêt à soutenir l'action du musée Radar, c'est parce qu'ils se disent, et le maire me l'a dit dans ces termes, dans ce petit village dont je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne draine pas 1% du flux touristique, 5000 visiteurs sur 1,5 million qui passent sans regarder. Il y a 3-4 points intéressants. Il y a la vitrine du pharmacien classé monument historique, une chapelle laïque admirable dans un couvent de bonnes sœurs. Ça n'amène pas les touristes. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment cette coopération, c'est parce que le dernier espoir, pour amener justement la notoriété de la commune, c'est de dire finalement le musée Radar il peut avoir un retentissement. Et on a mis en place un des autres mots qui était la tête de la page de ce matin, qui était synergie. On participe à la mise en place d'un réseau européen des musées liés par la thématique du mur de l'Atlantique. Et aujourd'hui, s'il y a des gens en Normandie qui ne savent pas où est Douvres-la-Délivrande, par contre, tous les Hollandais savent où c'est. Et donc, voilà, ce sont des pistes, des élargissements, des synergies, mais je crois qu'il faut garder à l'idée, et tout à l'heure, j'ai employé le mot sans vendre son âme au diable. C'est que je savais que j'allais un petit peu vous présenter ça maintenant. Ouais, sans se renier, c'est pas mettre de côté ce qui reste notre objectif principal, la valorisation, la mémoire, etc. Mais il y a la transmission, la valorisation, et il faut trouver le dénominateur commun avec les élus qui font que l'élu y trouvera également un intérêt. Parce que la demande, elle est partout, et c'est vrai que pour l'élu, comme l'a dit Christian, il faut être flashy pour qu'au milieu de toutes les demandes, il y en a une qui l'interpelle plus que l'autre. Mais le flashy, on est quand même encore que dans la forme, pas dans la façade. Après, dans le fond, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt commun pour qu'il y ait un vrai partenariat et un engagement réciproque dans la réussite. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être pour la 3AF, qui est une structure plus costaude, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton point de vue de ce point de vue? Alors, on a parlé de ce qui marchait, j'ai peut-être parlé brièvement des choses qui ont malheureusement raté, et pourquoi, si on peut dire pourquoi. Alors, c'est un peu spatial, désolé, mais bon, il y a eu un Space Camp à Cannes. Donc, Space Camp, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est quasiment un mini-centre d'entraînement pour astronautes, mais destiné au grand public, qui a démarré avec Ron Brown aux États-Unis. Et donc, Patrick Baudry a voulu logiquement en monter un à Toulouse à l'époque de l'avion spatial Hermès, et Toulouse a refusé, alors que Baudry ne demandait qu'on lui amène uniquement l'électricité et le gaz, et bizarrement, ça a atterri à Cannes-Mandelieu, parce que ça intéressait la maire, qui était une dame d'ailleurs à l'époque de Mandelieu. Mais malheureusement, là aussi, ça a capoté. Alors là, on l'a su, mais trop tard, parce qu'en fait, ça fonctionnait, c'était haut de gamme. C'était des séjours de plusieurs jours, donc ça coûtait cher. Donc seules les sociétés pouvaient venir. Et au moment de rattraper le coup, sous forme de séjour journalier, il était déjà trop tard. Autre manip qui a foiré, là aussi à Cannes, c'est les 16 anciennes azuriennes. Donc c'était une tentative une branche des ailes anciennes sur la Côte d'Azur, qui a bien commencé sous forme d'un chantier d'insertion. C'est une compagnie très sympathique, je ne sais pas si vous connaissez, faire travailler des gens dont plus personne ne veut, dont certains d'ailleurs après ont été embauchés. Et enfin embauchés dans l'industrie.
Et donc, reconstitution du Romano-Hérin, le premier avion de la Côte d'Azur. Ensuite, début de construction, donc il a atterri à Biscarrosse, quand l'affaire a capoté, c'est celui qui a usé l'hydraviation. Début de réalisation d'un Romano 80, donc avion de temps de voltige. Et puis, nous avions également un membre qui a reconstruit un De Wettin 520. Et donc, lorsque l'affaire a capoté, eh bien parce qu'en fait, disons que le directeur n'avait pas la pointure qui allait bien, en fait. Ça, c'est la raison, c'est aussi une question de personne. Le De Wettin 520 vient juste d'être sauvé, hein, enfin, depuis un an, il est maintenant aux ailes anciennes du Rhin, à Strasbourg. Alors ce que je voulais aussi... Donc il y a maintenant un nouveau projet à Cannes, et là apparemment ça se présente bien, puisque l'équipe a été voir le maire de Cannes qui est intéressé. Alors là je pense que les étoiles, la conjonction est bonne, pour une raison très simple, c'est que pour le monde entier, il n'y a pas de spatial à Cannes, personne ne le sait, Météosat c'est là. Et donc, je pense que le maire est très intéressé à tout ce qui est de nature, à montrer qu'il n'y a pas que Toulouse quoi, en matière spatiale. Alors sinon, je voulais quand même vous mentionner, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un projet qui est en train de se monter, qui pourrait être intéressant, entre Bordeaux, Mérignac et Nouvelle-Aquitaine, donc la région, les villes. Alors pour l'instant, c'est au stade de l'étude, un concept qui, en fait, mélangerait formation, tourisme industriel et patrimoine. C'est aussi une autre formule à laquelle il faut peut-être réfléchir, sachant que le tourisme industriel se développe de plus en plus. Donc, déjà, on peut visiter l'usine de Cannes. Il y a bien sûr la même chose à Toulouse, hein, avec Aeroscopia. Alors, vous avez dû voir qu'Aeroscopia récupère quand même 3 Airbus d'un seul coup, dont le déjà très historique A320-001, qui va pas tarder à devenir l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aviation commerciale. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir à tous ces propos? Est-ce que vous, malgré la digestion, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez rajouter? Philippe Boulet? Oui, je vais te passer un micro. Ah, merci. Philippe Boulet, les hélicos. Surtout pour un témoignage associatif. Nous faisons chaque année une journée ouverte, portes ouvertes en face à l'héliport, avec nos partenaires du port de Paris. Et puis, dans ce cadre-là, nous travaillons aussi avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. La ville qui, bon, à part le nom de l'héliport, n'est pas concernée, puisque, comme vous le savez, les terrains sont sur Paris. Ce que M. Santini apprécie dans cette journée, c'est qu'il vient nous voir, à chaque fois, il dit, vous avez vu tous ces enfants, tous ces jeunes, qu'est-ce que c'est bien. La jeunesse vient, le public familial vient. D'ailleurs, je vous invite tous à venir, c'est le dimanche des journées européennes du patrimoine. On banalise une partie des parkings, l'héliport reste en fonction, et on peut monter dans les appareils, se faire expliquer comment fonctionne un hélico. Et Santini adore ça parce que les enfants sont là, les familles sont là. Ce qui n'a pas été encore mentionné, c'est qu'un élu local, c'est quelqu'un qui a des électeurs. Et indirectement, bien entendu, comme ça a été dit par les intervenants, les 10 électeurs vont être contents de l'activité touristique du coin, les commerçants vont mieux travailler, etc. Mais nous avons par exemple, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop polémiques, mais nous avons un élu local tout proche, qui est celui du 15e, qui veut faire fermer l'héliport. Bon. S'il avait des électeurs qui lui disaient que c'est idiot, il y en avait assez, je pense qu'il changerait d'avis. Il y a aussi cet aspect qu'il faut cultiver, je pense, au niveau du monde associatif. Je suis administrateur d'un office municipal de la culture dans une ville de 53 000 habitants. Nous avons 75 associations. Et le fonctionnement est toujours le même. Si on veut que ça fonctionne, il faut que l'élu soit convaincu qu'il y a intérêt. Parce qu'un élu, c'est quelqu'un qui se fait élire. Que ses électeurs lui disent que cette association, ça a l'air super sympa, etc., etc., etc. Il faut aussi travailler sur le tissu local. Merci Philippe. Bien sûr, hein, tout à fait. À titre d'exemple, je confirmerai quelque chose également. Hein, ce que j'ai décrit sur la démarche du musée Radar, c'est en cours. Je croise les doigts, je me dis on a 95% de chance pour que ça passe, mais on a été et on peut encore être proche de passer de l'autre côté. Et dans ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Le maire de la commune, alors, c'est pas tant... Enfin, oui, lui, il est évidemment élu et son électorat est important. Maintenant, ce qui est à cette échelle-là, je pense, le critère, pour
la population, pour les citoyens, l'élu a conscience que la jeunesse, c'est un point fort. Ça, ok. Et nous aussi, parce que, on l'a dit, transmettre, c'est transmettre, mais même à un degré premier, l'animation de nos associations, ben, on est beaucoup à se dire c'est bien joli, mais il faut prévoir la relève. Hein. Donc de toute façon, ça passe pas. Maintenant, l'élu de Douvres, le musée, il est sur une emprise de 3 hectares, 3 hectares et demi. Ça peut être génial. Alors lui, son raisonnement a été pragmatique. Il dit ça fait 20 ans. Il a ouvert en 1994 le musée, donc en 2014 a fêté ses 20 ans. 20 ans de stagnation, va-t-il dire. Eh bien, tout récemment encore, en décembre 2016, donc dans la presse locale, il a donné une interview à un journaliste où il disait sans état d'âme, là on tente un dernier coup avec l'association, etc. C'est dynamique, on espère bien que ça marche, mais si jamais ça ne fonctionne pas, eh ben, je suis prêt à reconsidérer l'affectation du lieu, c'est-à-dire les idées les plus folles. Aujourd'hui, en matière de tourisme, il y a le tourisme insolite. Et ben, il se dit, on a un bunker hébergement. Il y avait 10 troufions qui étaient dans chaque salle en 1943-44. Et ben, il est prêt à dire, venez passer une nuit, et si c'est 250 € la nuit, sur la paillasse d'un soldat de 1943, du moment que c'est plus rentable, il prendra cette option-là. Donc, ce qui nous appartient, c'est de montrer que justement, notre activité, notre action, l'objet que l'on défend, c'est aussi être rentable. Et voilà, le mot est plus juste. C'est ça, c'est qu'on peut le valoriser, mais nous, en tout cas, il faut être lucide et on ne peut pas faire l'autruche par rapport au financement. Alors, à travers le côté électoraliste, moi, vis-à-vis du maire et leur étiquette politique, etc. C'est surtout des choses dans lesquelles il faut absolument pas rentrer. Par contre, il est clair que la saine gestion communale, c'est aussi un des éléments qui contribue à sa réélection. Et moi, souvent, on a parlé, je ne veux pas digresser trop, mais par rapport aux exigences que peut avoir notre direction, dans certains cas, au public auquel je réponds dans les salons et Carrefour de l'air et autres, au musée de l'air, et ben je leur dis oui, il y a évidemment une rigueur, parce que c'est facile de dire ouais, l'État, l'administration, il n'y a qu'à, faut financer ça. Mais je dis, mais il y a quand même des limites, il faut être convaincant, on doit, entre guillemets, se vendre, c'est-à-dire montrer l'intérêt de nos projets, et je dirais que c'est tout à l'honneur des élus et de nos directeurs, c'est qu'ils ont bien conscience, eux, qu'ils ont à gérer des deniers publics et que les deniers publics, ils se doivent d'en faire bon usage. Et c'est à nous de démontrer que l'usage qu'on leur demande de faire est le bon. Merci beaucoup Philippe. Je crois que Daniel Flao, ancien Zéro-Retour, veut prendre la parole. Merci. Oui, la question des élus, c'est vrai que c'est un autre souci que j'ai eu tout récemment. C'est que les communes, ils ont de moins en moins de budget puisque l'État leur a supprimé énormément d'argent. Et je crois qu'il y a 2 autres pistes qui sont maintenant à chercher pour nos associations. La première piste, ce sont les publicités par les entreprises. C'est-à-dire qu'on a souvent des petites revues ou des petites choses comme ça, et à ce moment-là, on peut demander une publicité où... alors là, bien sûr, il y a un deuxième critère sur ce plan, c'est la diffusion ou l'importance de la diffusion. Et là, c'est à voir, c'est suivant l'importance de notre entreprise ou de notre action associative, on peut toucher ce point. Le deuxième, c'est le mécénat. Alors là, le mécénat, quand on fait un gros travail ou une belle opération, je crois qu'il faut avoir également les entreprises importantes. Alors il y en a beaucoup qui disent tiens, on va aller voir Dassault, ou on va aller voir ici, on va aller voir là, effectivement. Mais il y a quand même des choses à voir sur ce plan, parce que les élus, ça va être très paupérisant en ce moment. Merci Daniel pour cette remarque. Et deux remarques, oui. Oui, pour le mécénat, nous travaillons beaucoup à Angers avec le mécénat.
je pense qu'on peut difficilement se pointer chez un entrepreneur, un industriel, en lui disant « Dis donc, t'as pas 10 000 € qui traînent parce que je veux restaurer ça ». C'est peut-être un peu délicat de présenter comme ça. Mais cela veut dire, c'est une double démarche. Pour chaque machine que nous restaurons, pour chaque objet, cela doit faire l'objet d'un dossier. D'abord, puisque nous travaillons dans le patrimoine. Le patrimoine n'a d'intérêt que s'il est noté et valorisé, c'est-à-dire un dossier. Il y a un dossier historique, sur technique, humain, etc. Ensuite, quand on a fait ce genre de dossier, on peut s'en servir de base pour joindre les divers partenaires, en leur rappelant quand même, parce que nos industriels ont autre chose à faire que d'être des spécialistes de la fiscalité, ils ont des gens pour ça, leur rappeler par exemple que l'article 200 du Code des impôts permet à un industriel ou à quelqu'un qui donne 100 € par contre, par exemple, pour un particulier, d'en déduire 66 € de ses impôts. Il faut le lui dire, pour deux raisons. D'abord parce que très souvent, il l'ignore. Et deuxièmement, parce que ça fait riche un dossier, ça montre que nous sommes compétents. Vous voyez, c'est un truc à double. Et lui proposer de venir, ce jour-là, le café sera au chaud, ou la bière au frais, enfin, l'environnement affectif sera prêt. On va lui montrer, on va lui parler avec un peu de passion, et lui rappeler que fiscalement, il y a des textes. Alors, les textes qui nous concernent, il y a le don du particulier aux associations, c'est l'article E200. Il y a l'impôt sur la fortune. Par exemple, quand nous avons restauré le Monet Jupiter, il n'y a pas de mystère, il fallait que je trouve 150 000 €. Bon. Quand j'ai dit à Laetitia que le budget allait faire 150 000 €, ben, la toute belle, elle a perdu son joli sourire. Mais alors, vraiment. Bon. Donc, il a fallu qu'on trouve le fric ailleurs. Donc on a fait un dossier. Ensuite, on a été voir les industriels. Nous sommes passés par la Chambre de commerce et d'industrie. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quelque chose qui s'appelle Mécène d'aujourd'hui, qui est très ouvert à ça, sous réserve qu'on leur présente proprement. On fait un petit peu d'information dans la presse locale. Et j'ai vu arriver un beau jour un gars qui m'a dit « Votre truc m'intéresse, voilà. J'ai 20 000 € pour ne pas payer l'impôt sur la fortune, qu'est-ce que vous pouvez me présenter ?» Il dit « Cher ami, venez déjà boire un café, ça coûte pas très cher. » Et puis après, on l'a montré. En partant, il m'a laissé un chèque. Et du coup, Laetitia, elle a retrouvé son sourire. Bon, donc, pensez qu'il faut que nous arrêtions d'être de purs techniciens pour devenir des communicants au sens le plus large. Et pour les industries, c'est un taux qui n'est pas tout à fait le même, mais qui est du même ordre de grandeur. Merci Christian. Philippe Young. Alors avec Transition, donc effectivement c'est Airbus Héritage qui a payé la restauration du Monet. Non, une partie. Enfin une partie, ok, une grosse partie. Et la raison est toute simple, c'est qu'à l'époque, le président d'Airbus Héritage était Claude Goumy, qui était un ancien de Matra, et qui a découvert que Matra avait été fortement impliqué dans le programme Monet. Hein. Alors à propos des élus de Santini, si vous vous demandez pourquoi les samedis d'histoire ont lieu maintenant dans le musée de la carte à jouer, paraît surprenant, hein, ici les Moulineaux, c'est à cause de Santini. Enfin, à cause, merci, M. Santini, puisque un jour au musée de l'Air, on nous a dit maintenant il faut payer. J'ai essayé de négocier, je leur ai dit attendez, moi je vous propose un truc extraordinaire, on vient de retrouver la famille de celui qui a construit l'avion du baptême de l'air de Saint-Exupéry, on a retrouvé l'hélice, on a retrouvé le drapeau, etc., etc. On a retrouvé l'expert de Wroblewski, que personne ne connaissait, et qui n'est pas du tout historien, c'est un chauffeur de poids lourd. Mais alors, remarquable, il va aux sources et tout, et rien n'y a fait. Et d'ailleurs, du coup, on a fait notre premier samedi d'histoire délocalisé à Saint-Maurice-de-Rémins, là où Saint-Exupéry jouait quand il était gamin. Merci Philippe. Henri Conan, 3 minutes. Oui, bon, même pas. Mécénat d'entreprise, oui, effectivement, il y a des limites, mais enfin, quand on a un entrepreneur, il y a quand même de la marche, on l'a déjà fait une fois. Par contre, pour l'ISF, il faut que le projet soit agréé par la Fondation de France. Il faut qu'il soit, pardon, Agréé par la Fondation de France. Oui, bien évidemment. Pour qu'une association puisse délivrer des CERFA fiscaux, elle doit être classée au moins d'intérêt général, c'est-à-dire que
Sur le site internet des impôts, vous trouvez tout ça, c'est bien expliqué, mais schématiquement, il faut que sa gestion soit totalement désintéressée, que son activité commerciale, je pense à la boutique d'un musée, par exemple, comme le nôtre, ne dépasse pas une certaine valeur qui, si mes souvenirs sont exacts, est autour de 60 ou 65 000 euros. On en est loin. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Le texte précise que l'on peut s'auto-déclarer d'intérêt général, mais que si les impôts s'aperçoivent qu'on a outrepassé nos droits, les amendes sont importantes. Il est beaucoup plus simple, c'est ce que nous avons fait, de faire un dossier aux impôts locaux en disant voilà nos statuts, voilà nos salariés, voilà nos budgets, etc. Voulez-vous nous confirmer ? 8-10 jours plus tard, nous avons une réponse charmante en nous disant que tant que nous étions dans ces créneaux-là, eh ben, nous étions... Merci. Pascal Boucher. Une précision pour compléter, puisque c'est tout à fait exact, mais pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, Christian vient de parler d'intérêt général, et c'est extrêmement important, c'est ça le bon terme. Je veux juste lever la confusion éventuelle entre l'utilité publique et l'intérêt général. Donc ça n'a rien à voir. L'utilité publique, c'est là des grosses associations. Il faut d'abord au moins 10 000 adhérents. Je crois, enfin, il y a des seuils qui sont loin d'être les nôtres, une activité nationale, etc. Par contre, l'intérêt général, effectivement, n'a pas de définition propre, hormis le sens commun que vous donnerez vous-même au mot intérêt général. Okay. Et donc, il s'agit de la seule appréciation de l'inspecteur des impôts dont relève l'association. Et la procédure la plus simple, comme Christian vient de le dire, c'est d'aller le voir avant. C'est toujours mieux de se mettre d'accord avant que d'essayer de colmater les brèches après. Et, que voulais-je dire ? La rescrit fiscale. Oui, et en fait, voilà, merci, c'est le mot que je voulais. Et que cette procédure s'appelle la procédure de rescrit fiscal. Donc, ça n'est pas un label, ni un tampon, c'est cette procédure qui donne le droit ensuite à l'association d'émettre le récépissé de don qui va permettre au donateur de déduire son don des impôts. Merci. Et puis l'ultime précision, pour les assujettis à l'ISF, c'est 75% de déduction. Pascal Bouchard, Pascal Pégout. Oui, absolument. Donc moi je voulais juste intervenir pour me faire le porte-parole de Gérard Finan qui tient un site à jour et un blog en fait et même un compte Facebook, l'Aériapol, que vous pouvez tous retrouver sur internet. Et en fait on s'est aperçu donc depuis 2007, depuis l'organisation du centenaire de l'aéroport de Toussus-le-Noble, que quelque part, nos associations, que ce soit l'ASPE en 2016, mais voilà, le GHTN, le groupe historique de Toussus-le-Noble, ou je ne vais pas parler du comité Pégout, ils sont un petit peu lointains, on se substitue un petit peu aux communes, justement, qui devraient aussi être à vos côtés, voire même être à l'initiative du patrimoine culturel que représente justement l'aéroport de Toussus, pour ne parler que de lui, parce que c'est celui qui me concerne directement. Et voilà, et en fait, là, à chaque fois, on s'aperçoit que lorsqu'on arrive avec un projet, c'est toujours très tiède, très timide. Alors je ne peux pas faire une généralité, parce que justement, on a un petit peu tous les cas de figure. Si on prend l'exemple du maire de Buc, lui, au contraire, il est vraiment très favorable à promouvoir le patrimoine culturel aéronautique de sa commune. Parce que vous savez que Louis Berriot, il y avait son aéroparc. Toussus-le-Noble, en ce moment, c'est justement plus compliqué. Et peut-être justement pour des raisons politiques, puisque l'ancien maire, celui actuel a remplacé, était au contraire justement lui aussi très impliqué dans l'organisation de ces événements. Voilà, le maire de Châteaufort, je vous dis, a d'autres soucis avec des riverains qui critiquent justement les nuisances aériennes de cet aérodrome. Donc voilà, il apprécie quand même le travail que l'on fait, mais là encore, on ne peut pas dire qu'il soit super enthousiaste. Voilà, c'était pour vous décrire un petit peu l'environnement effectivement des élus locaux. Merci. Merci beaucoup Pascal. Tu veux une dernière intervention, puis non, on va passer à la enfin, répondre à cette préoccupation qui est tout à fait légitime. Alors, il n'aura échappé à personne qu'il y a aussi une petite évolution ces 2-3 dernières années dans la présentation même de nos dossiers de demande de subvention. Et là encore, c'est vrai pour notre administration comme pour tous les échelons des élus, des communes, etc. À travers les CERFA qui ont été évoqués. En fait, il y a une chose importante, c'est qu'on s'éloigne de ce qui était un petit peu l'esprit des subventions il y a quelques années, où des assos se battaient au niveau de leur commune et puis obtenaient une enveloppe
qui était finalement un budget de fonctionnement, on ne savait pas trop. Aujourd'hui, ce qui prend le pas, c'est la subvention sur un projet. Et il me semble que c'est beaucoup plus légitime. Et là encore, voilà quelque chose, c'est un petit peu la politique du judoka, c'est d'utiliser la force de l'autre. En sens que si une association développe son projet et ensuite va essayer de le vendre pour obtenir... c'est pas toujours facile. Par contre, savoir que, comme tu l'as dit, la commune, parmi son intérêt et parmi ses prérogatives, il y a aussi la gestion du patrimoine communal, la valorisation du patrimoine communal. Donc, allons voir la commune au moment de l'élaboration du projet, en disant, voilà, on sait que c'est une prérogative de la commune, vous pouvez faire ça, mais la commune n'a souvent ni les moyens réellement financiers, ni les moyens techniques et humains, surtout, pour faire ces choses-là. Et la commune va s'appuyer sur l'association. Et c'est la façon de mettre en place une réelle synergie où on est non pas en demandeur, parce que finalement, d'arriver en se disant on est obligé d'aller se prostituer pour demander des sous, alors qu'on a l'impression qu'on apporte au moins autant que ce qu'on demande. Je pense que cette démarche, c'est construire le projet ensemble, et une fois que le projet est construit ensemble, bien souvent le financement découle. J'en dis pas plus que bien souvent, mais j'aurais des... Merci beaucoup, Philippe. Merci. Passe par une convention, en fait. Oui, ce sont beaucoup de pistes là. Je pense que c'est matière à réflexion plus poussée. Mais je vous invite à... On essaiera de remettre ça vraiment sur la table pour les prochaines années, pour avancer, construire ensemble.